De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 22 juin 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle. Toute actualité high-tech, vous le savez, sur rmc.fr. La version audio et la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et sur YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver et je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Votre heure de tech, alors au menu. Tout à l'heure, Victor Jakimovic reviendra sur l'un des serpents de mer de ces dernières années, c'est la radio numérique terrestre. Vous savez qu'aujourd'hui, la radio, on la capte via la FM. La radio numérique terrestre est très implantée dans pas mal de pays d'Europe du Nord, mais elle a du mal à décoller en France. On essaiera de comprendre pourquoi et surtout quels sont les appareils compatibles. Ce sera avec Victor tout à l'heure. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle, à réagir au contenu de cette émission avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Mais pour débuter donc, le club de la presse IT, Éric Le Bourlou est là. Bonjour Éric. Bonjour. Le rédacteur en chef de 01net.com et nous avons encore une fois cette semaine un invité exceptionnel, Éric, puisque Éric Carrel est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour. Éric Carrel, vous êtes le cofondateur de WeThings, l'une des pépites de la santé connectée française. C'est vrai qu'on est très fiers de vous avoir avec nous aujourd'hui, à la fois pour parler, on va dire, des aventures de WeThings, puisque c'est vrai que c'est digne d'une grande série américaine, ce qui s'est passé ces derniers mois pour WeThings. On va rentrer dans les détails, et puis surtout pour avoir votre sentiment sur ce sujet qui nous concerne tous, c'est la santé connectée, et puis que vous puissiez réagir aussi à l'actualité high-tech du moment, puisque vous êtes un fin connaisseur de tout ce monde de la tech. Éric, la première question qu'on peut peut-être poser à Éric Carrel, c'est le fait de savoir un peu que vous nous présentiez en quelques secondes peut-être WeThings. Je disais qu'il est l'une des pépites de la santé connectée française, qu'on connaît depuis pas mal d'années. Oui, WeThings est une entreprise qui fabrique des objets pour nous accompagner dans notre santé. Donc elle a commencé par le pèse-personne, mais qui fait bien plus que de peser. Il mesure la masse grasse, la masse musculaire et bien d'autres choses encore. Puis avec un tensiomètre, puis avec un appareil qu'on met sous le matelas et qui mesure la qualité de nos nuits, rythme cardiaque, maintenant les ronflements. Et puis aussi des montres. Nous sommes très connus pour des montres à aiguilles, c'est-à-dire on fait disparaître la technologie au profit d'un accompagnement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on s'aperçoit que c'est efficace. C'est efficace pour accompagner les problèmes d'obésité. Et c'est efficace pour nous pousser à marcher plus. Puisque par exemple, on a constaté que les gens qui mesurent le nombre de pas qu'ils font dans une journée en font à peu près 2000 de plus. Donc Oui, c'est une motivation en quelque sorte. Oui. Alors je sais pas, non, t'as pas de bracelet connecté. Non, il m'en faut un, justement. Je crois qu'il nous en faut un message. à tous les deux. Je sais pas, alors peut-être subliminal, mais bon. Éric, ce qui est étonnant, c'est qu'on parle de plus en plus de santé connectée, mais moi je me souviens que vous avez été l'un des pionniers dans ce domaine-là. Depuis quand vous êtes sur ce marché ? On se connaît, j'ai la chance de vous connaître depuis pas mal d'années. Depuis quand vous avez investi le marché de la santé connectée ? Alors, on y est arrivé, WeThings a été créé il y a exactement 10 ans. Je pense que c'est même le 10e anniversaire aujourd'hui. Ah ouais oui, on est 18 aujourd'hui. Écoutez, ça. sans le savoir. Et au départ, avec Cédric, et après avoir été dans le domaine des télécoms, nous voulions... Donc Cédric Hutchings, qui est votre cofondateur. Nous voulions aller dans le monde des objets connectés, raccordés à cet Internet au débit qui arrivait chez nous. Et un peu par hasard, on a investi le monde de la santé. Et pour la première fois de notre vie, on a reçu des retours de clients qui nous ont dit mais tu m'as changé la vie. On avait fait des dizaines de millions de box, Livebox pour France Télécom, Box pour British Telecom. Jamais quelqu'un nous avait écrit en disant tu m'as changé la vie. Et là, on s'est aperçu que... C'est plutôt les plaintes pour les box, mais bon... Et là, on s'est aperçu qu'il y avait une capacité d'accompagner la personne en lui offrant une information disponible sous une forme nouvelle dans l'application qui était vraiment aidante. Et donc, on a creusé. Ce sont nos clients qui nous ont invités à faire un tensiomètre connecté. Donc, c'était le premier objet connecté de WeThings. Oui, c'était le premier objet avant la connecté. balance. Non, le pèse-personne. D'accord, le pèse-personne. Et nos clients nous ont invités après ça en nous disant pourquoi vous ne feriez pas un tensiomètre. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que on a petit à petit, on a rendu notre chemin plus précis. Au départ, on était une entreprise d'objets connectés, puis une entreprise santé bien-être. Et là, maintenant, le message que l'on essaye de faire passer auprès des équipes et notre trajectoire, c'est de creuser encore cette santé avec un côté non invasif. C'est-à-dire, ce qui est important,
si on veut vraiment nous aider, nous accompagner, c'est qu'on ait des mesures, on ait un accompagnement via l'application, mais que ça ne soit pas invasif. On sait que même dans un sujet aussi important que la santé, si on est invasif, on arrête. On pourrait Alors, dire, invasif, ça veut dire avoir une interaction avec un objet. ça veut dire demander trop d'efforts. Voilà, c'est Ça ça. veut dire demander trop d'efforts. Alors, c'est un petit peu différent pour les maladies chroniques. C'est-à-dire que plus on va vers les maladies chroniques, plus on peut demander des efforts. Parce sûr. que Notamment pour le l'attente est diabète, forte, des choses comme ça, où exactement. on est obligé d'avoir des rituels. En fait. Donc on va aller vers toutes ces verticales-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de garder à l'esprit que dans notre vie quotidienne, tant qu'on n'est pas à l'hôpital ou dans le cabinet du médecin, il faut veiller à rendre les choses simples et pas invasives. Et non anxiogènes aussi, non non anxiogènes, tout à fait. Parce que c'est vrai que, bon, voilà, Ouais. quand on est en bonne santé, on n'a pas envie d'imaginer qu'on sera en mauvaise santé un jour. C'est ça le souci. Oui, c'est compliqué parce qu'on n'a pas envie d'imaginer qu'on sera en Mais mauvaise on santé. a aussi, on a aussi voilà. besoin d'être C'est ça. incentivé, d'être aidé Ouais. pour aller mieux, pour faire des efforts. Et d'ailleurs, il y a des phénomènes intéressants. On voit que le rapport au poids et le rapport au nombre de pas n'est pas du tout la même, du même type au niveau de la façon dont on réagit. Le rapport au poids, le fait de se peser, d'avoir une courbe de poids, aide les personnes, mais demande toujours un effort. C'est-à-dire que voilà, même après 3 ans, après 5 ans, si je veux garder la ligne, il faut toujours faire un effort. Alors que le rapport au nombre de pas est dans une spirale plus facile, puisque à partir du moment où vous augmentez le nombre de pas, vous sentez un meilleur être assez instantané, et donc du coup, vous avez encore plus envie de marcher. Et donc là, c'est une fois qu'on a mis en route, on ne s'arrête plus. Ouais. J'avais une question à vous poser aussi, c'est que il y a beaucoup d'entreprises qui font un petit peu le même genre de produit que vous, c'est-à-dire par exemple des montres connectées, etc., etc. Mais vous vous positionnez vraiment sur la santé et non sur le sport. C'est ça aussi. C'est vrai qu'on voit beaucoup. Je prends l'exemple de Fitbit par exemple, qui est un peu le leader de ces objets connectés pour le sport. Vous, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, le sport. Vous êtes vraiment axé sur la santé. Nous, on veut vraiment aller vers la santé. On voit que ce marché sport est un vrai marché, puisqu'il y a des gens comme Garmin, TomTom, etc., qui sont bien présents, mais qui sont déjà leaders. Fitbit, d'ailleurs, probablement cherche un peu son chemin. Oui, tout à fait. On était au départ dans le domaine du bien-être, on l'était tous. Nous, avec cette vision d'aller vers le domaine de la santé, il se trouve qu'on n'avait pas tout à fait eu le temps de le faire, et maintenant, on a décidé de s'y remettre. D'accord. Eric, bon, alors ça, on comprend un peu ce qu'est WeThings. Il y a 2 ans, Nokia vous rachète. Enfin, il y a 2 ans à peu près, c'est ça En fait, j'ai racheté WeThings 2 ans jour pour jour après la vente à Nokia. Sans dire, mais... Voilà, donc on se souvient de ça. Et alors bon, ça avait pas mal. C'est un sujet qui avait beaucoup concerné pas mal de monde en se disant, ben voilà, tiens, encore une pépite française qui part à l'étranger, etc. En vous en même peut-être, j'imagine qu'on vous a même reproché ce type de choses, même si vous n'étiez pas à l'origine de la vente. Je crois que vous étiez Moi, plutôt... j'étais, mais le problème, c'est que j'ai probablement un rapport trop affectif à mes entreprises, aux entreprises auxquelles je participe, et donc j'ai toujours du mal à vendre quoi que ce soit. Mais oui, j'étais un peu récalcitrant. Donc la vente s'est faite malgré tout. Oui. Donc Nokia rachète WeThings et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour que 2 ans après, jour pour jour, vous rachetiez WeThings à Nokia, ce qui est quand même assez rarissime dans ce monde d'entreprises technologiques. Ouais, Nokia est une très grande entreprise technologique qui aujourd'hui fait très très grande majorité de son business dans le domaine des réseaux télécoms. Et donc ils avaient cette idée d'essayer de revenir dans le domaine du consumer, d'aller vers le client final à travers la santé, qu'ils considéraient avec la réalité virtuelle comme un autre secteur intéressant pour demain. Et puis, il se trouve que les choses se sont peut-être pas bien enchaînées pour eux, vu de San Francisco, et qu'ils ont décidé de se recentrer sur le B2B. Donc le B2B, Nokia, c'est les infrastructures réseau, la 4G, demain la 5G, exactement. Des gros business avec les opérateurs télécoms. Exactement. Donc c'est vraiment leur métier. Voilà. Et donc ils ont... Rappelons que c'est plus les téléphones Nokia aujourd'hui. Non, il y a toujours des téléphones Nokia, mais ce n'est pas Nokia. C'est plus le Nokia global. L'utilisation de la marque. Mais là, ils ont décidé, en début d'année, je ne sais plus exactement quand, de se recentrer sur le B2B.
Mais alors, comment on vit ça quand on est le cofondateur de quand on crée son bébé, qu'on voit qu'il est vendu à un gros patapouf, une grosse machine, et que voilà, ça va être malaxé et peut-être digéré bêtement. Ça ne doit pas être facile, non ? Enfin, l'issue est heureuse, mais j'imagine que ça n'a pas été... Je pense que c'est jamais facile, mais on me dit parfois que je suis le père de mes enfants, mais la mère de mes entreprises. Je pense qu'il y a ce rapport-là qui me concerne directement et qui n'a rien à voir avec la réalité des faits. Je pense que sur la réalité des faits, je pense que c'est toujours difficile pour une entreprise de venir sur un nouveau business. Et là, il y avait un nouveau business, il y avait une nouvelle technologie, il y avait une nouvelle façon de vendre. Et donc, oui, comment on le vit ? Moi, je suis resté dans Nokia pendant à peu près 1 an comme conseiller du président de Nokia. Et puis, Après, vous êtes j'ai parti ? quitté il y a un peu plus d'1 an, 1 an et demi à peu près. Donc, on voit que Nokia change de cap. Ouais. D'un coup, se rend compte que WeSing, c'est plus du tout leur truc. Hein. Et donc, ils vous recontactent pour racheter Nokia. Racheter Nokia. Non, pas tout de suite. Racheter WeSing. Racheter WeSing. C'est-à-dire qu'il y a eu ce communiqué, et puis ils ont contacté un certain nombre d'entreprises, dont moi, pour disant... Plusieurs sur le... Oui, on était assez nombreux, je crois, dont certaines... ça prouve la pétence. Ça prouve la pétence. Bon, après, on ne sait jamais si les gens regardent le dossier ou s'ils ont envie d'y aller ou pas. Donc moi, au début, je n'avais vraiment aucune idée de ma probabilité de chance de pouvoir racheter cette entreprise. Et donc, j'ai avancé, et c'est un process qui a duré 4 mois, et puis voilà, finalement, ça s'est fait. Et ce qui était surprenant aussi, quand toute la période où Nokia disposait de WeSings, c'est qu'il y a eu un rebranding des produits. Voilà, ils sont appelés, plutôt que s'appeler WeSings, on va les appeler Nokia. Mais finalement, il n'y a pas eu de nouveaux produits d'annoncer. Il n'y a pas eu vraiment il y a eu quelques petites choses, mais il n'y a pas eu effectivement de beaucoup de nouveaux produits. C'est vrai qu'on se demandait. Nokia Health, c'est ça. Mais le rebranding a demandé énormément d'efforts. Et effectivement, a monopolisé l'énergie de l'entreprise pendant un moment. Donc maintenant, en fait, on est d'accord que du coup, tout WeSings, donc ça va redevenir des... Voilà, donc les produits vont se rappeler WeThings, l'entreprise se rappelle... Donc vous changez les autocollants sur les boîtes, là, maintenant, par une, non ? Non. Faire ça progressivement. C'est plus compliqué que ça, quand même. On fera ça dans les règles plutôt plus tard dans l'année. Très bien. Alors, on va, maintenant qu'on comprend un petit peu mieux le contexte, on va revenir aussi sur... votre vision de ces objets connectés, parce que c'est vrai que ces objets connectés santé, on voit qu'il y a 10 ans, vous étiez hyper précurseur, c'est ce que je disais, personne n'en parlait, et vous aviez déjà cette balance connectée, et après il y a eu le tensiomètre, aujourd'hui donc la montre. On voit qu'Apple, avec son Apple Watch, a son cheval de Troie, hein. On s'en rend compte avec Eric, hein. De plus en plus d'actu tombent sur Twitter, ou même sur l'AFP avec des dépêches qui disent, un utilisateur d'Apple Watch a été sauvé par sa montre qui lui a détecté des anomalies cardiaques, etc. Ça devient fascinant, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'Apple, par exemple, va être un acteur de l'e-santé incontournable dans les mois et les années qui viennent ? Moi, je pense que oui. Apple a une volonté très forte dans la santé, notamment via son Apple Watch. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est de voir que la santé, c'est une présence dans notre quotidien. Et pour être présent dans notre quotidien, il faut du matériel, être capable, donc un produit, être capable d'assurer un service et tirer parti des données. Et ce triptyque produit, service, données est vraiment quelque chose d'essentiel. Et c'est exactement la volonté, c'est le positionnement de WeThings, c'est le positionnement d'Invoxia, c'est le positionnement d'une entreprise qui s'appelle Zoov dans les vélos. C'est ce que fait Apple depuis longtemps dans les smartphones. On a été surpris, si on réécoute la keynote de Steve Jobs en janvier 2007 quand il a annoncé l'iPhone. En fait, c'était vraiment, je pense, la première forte annonce d'objets connectés. C'est la première fois qu'on avait quelqu'un qui nous disait « Je vais te fournir un objet. Cet objet, il va te rendre des services tous les jours, dont la sauvegarde de tes données et dont de l'aide pour que tu retrouves plus facilement tes données. » Et cet accompagnement pour offrir un meilleur service à travers un produit, moi, je pense que c'est une tendance de fond. Et je trouve ça absolument passionnant. Si vous voulez, hier, le monde était organisé en couches verticales. Vous aviez des sous-traitants de rang 2 qui travaillaient pour des sous-traitants de rang 1, qui travaillaient pour des constructeurs, par exemple, de téléphones, qui travaillaient pour des opérateurs. Et ces opérateurs étaient nos fournisseurs.
Aujourd'hui, on voit que tout ce monde s'est renversé et on a des verticales. On va pour se peser, on va acheter un produit chez WeThings. Pour écouter de la musique, on va acheter un produit chez Apple ou chez Sonos. Pour son smartphone, on va acheter un produit chez Google ou chez Apple. Et donc, on a plein de verticales. On pourrait dire notre vie est devenue complètement divisée. En fait, non, parce que le numérique permet à tous ces objets de travailler ensemble. Et ce qui fait que chaque acteur, même sur une verticale très fine, peut devenir fort, c'est sa capacité à aller en profondeur. Et pour aller en profondeur, il est obligé de s'investir dans le produit pour assurer que ce produit, il est bien fait pour le service qu'il veut offrir, qu'il génère les données qui vont l'aider à assurer ce service, à être au plus près de son client en permanence. Et puis, le travail sur ces données. Et on a ces derniers temps beaucoup parlé d'intelligence artificielle. Je crois que ce qu'il faut vraiment dire très fort, c'est que l'intelligence artificielle, c'est super important, mais le cœur de l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce sont les données. Et pour avoir des données, il faut faire des produits, il faut les mettre près de ses utilisateurs et que ces produits soient bien conçus pour générer ces données. Et d'où cette nécessité d'être dans les trois, maintenant à peu près systématiquement. Si vous regardez dans le domaine de la maison, Google et Amazon sont en train d'investir la maison avec des portiers, avec des systèmes d'alarme, des systèmes d'incendie, la reconnaissance vocale, enfin. La reconnaissance vocale. Surtout qu'ils ne faisaient pas de hardware. Voilà, ils ne faisaient pas de hardware. Notamment Google. Même Facebook commence à s'intéresser au hardware. Apple l'est bien sûr, avec une attention aux données, à notre vie privée un peu particulière. Et donc, ça, c'est un sujet intéressant. Oui. Et voilà. Donc, nous, dans notre domaine particulier de la santé non invasive, on est WeThings. Il y a d'autres entreprises. Ce qu'on essaye de faire dans le domaine du vélo, c'est exactement pareil. Ce qu'on fait dans le domaine des capteurs avec Invoxia, c'est toujours quand on fait un tracker pour suivre des animaux, c'est cette même idée. Il faut un produit qui soit le plus léger possible, le moins invasif possible, pour être capable d'assurer le meilleur service aux personnes. Rappelons que vous êtes aussi le fondateur d'Invoxia, qui est une boîte alors peut-être un peu moins connue que WeThings, mais qui est plus B2B, même si vous avez des produits connectés aujourd'hui, même pour les animaux, etc., des petits bracelets qui permettent de savoir où est son chien. Suivre les animaux, par exemple, et bientôt de reconnaître leurs activités. En plus, c'est dingue. On va même s'occuper de la santé de nos animaux. Moi, j'avais une question justement, parce que vous évoquiez le fait qu'il faut savoir faire du hardware, il faut savoir faire du software, il faut avoir beaucoup de données finalement pour que le service soit intéressant. Est-ce que c'est pas très difficile finalement quand on se bat contre des gens qui s'appellent Apple, qui ont de l'argent, ne plus savoir qu'en faire, comment vous pouvez vous dire on peut être plus performant qu'une boîte comme Apple qui peut, a priori, si elle a envie de s'y mettre, et a priori vu les dépenses en R&D qu'ils font en matière de santé, vont un jour sortir des produits qui vont sans doute être dont tout le monde va parler de toute façon. Et est-ce que c'est pas compliqué de travailler face à des gens, des géants comme Apple ou demain Google peut-être Oui, dont l'objectif est de vous vampiriser en quelque sorte et non. Je pense que ces géants-là effectivement ont des trésors de guerre qui peuvent s'atteler à n'importe quel sujet. Je pense qu'ils n'ont pas la volonté de s'atteler à tous les sujets. Et donc, et heureusement. Et donc, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de verticales qui nous sont disponibles. Et, mais le créneau de la montre, nous travaillons. Le créneau de la montre va commencer à être un petit peu embouteillé, non ? C'est un sujet intéressant. Par exemple, moi, j'ai arrêté, en arrivant dans WeThings il y a 15 jours, j'ai arrêté un projet qui était de faire une montre avec un grand écran, un peu genre smartwatch, parce que je considère qu'effectivement, il y a un leader aujourd'hui et que Et c'est pas la peine de se frotter à lui. Voilà, c'est pas la peine, et que notre monde est dans un autre type d'objet qu'on porte au poignet, qui est un objet qui va avoir une autonomie très très longue. Ouais. Et donc, il y a des gens pour avoir une montre qui va avoir une autonomie de 2 jours, et il y a des gens qui vont avoir une autonomie d'un grand nombre de semaines. Ouais. Et cette particularité-là nous permet d'avoir chacun notre place, et nous travaillons en bonne coordination avec Apple. Ouais. Mais si on prend un peu de recul, Eric, par rapport à cette santé, on voit que le système de santé en France, je parle de la France, je ne parle pas même des autres pays, il faut attendre parfois des semaines et des semaines pour avoir un rendez-vous chez le médecin. On attend des heures et des heures pour ne serait-ce que voir un généraliste. Est-ce que les objets connectés vont pouvoir bouleverser, révolutionner toute cette, ce métier et le fait qu'on ait moins à attendre, moins aller aux urgences pour rien. Est-ce que ça va bouleverser tout ça ? Oui, moi j'en suis convaincu, et c'est une des raisons. Si vous voulez, pour la reprise de WeThings, j'avais 2 motivations. 1, l'équipe est super et j'avais envie de retravailler avec cette équipe avec qui j'ai beaucoup de joie à travailler. Et 2, ce sujet,
juste commencé à l'effleurer. Et si vous voulez, nous, quand on a commencé il y a 10 ans, je me souviens, il y a 7 ou 8 ans de réunions avec des syndicats de médecins dont le responsable nous disait oh, nous, nos patients, moins ils en savent, mieux on se porte. Donc l'air de dire, avec vos données, vous nous embêtez. Aujourd'hui, on a déjà eu une énorme évolution. Les syndicats de médecins réfléchissent avec nous à ces transformations. Le ministère de la Santé aussi. Et ça, tout ça prend du temps. Alors, à l'échelle d'une start-up, c'est trop long. Parfois, effectivement, on a un peu tendance à s'énerver. Mais on sent qu'il y a une vraie volonté de se dire, il va falloir changer les murs qu'on a établis sur le niveau de responsabilité. C'est-à-dire que vous citiez tout à l'heure cette personne qui a été sauvée en ayant de suivi de son rythme cardiaque. C'est intéressant parce que jusqu'ici, à la limite, on préférait qu'une personne meure, mais qu'il n'y ait personne qui soit responsable de sa mort, plutôt que de sauver un certain nombre de personnes, mais de ne pas être certain qu'on allait les sauver toutes. Vous voyez un peu le genre d'ambiguïté dans lequel on est. Oui, c'est un tournant. Et, voilà. Et donc, il y a un accompagnement sur la modification des responsabilités de chacun, mais je pense que maintenant tout le monde est convaincu que le suivi d'un certain nombre de nos indicateurs santé dans notre vie quotidienne est bien plus important qu'une visite tous les 6 mois ou tous les ans. On pourrait sauver combien de vies en ayant... C'est toujours mais compliqué. J'imagine parce que vous réfléchissez à ça, parce que c'est vraiment des chiffres qui doivent être monstrueux, non ? C'est monstrueux, mais ce qui est important, c'est de sauver les vies avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire, dès qu'il y a des inflexions, dès qu'il y a des inflexions dans notre santé, c'est d'être capable d'accompagner les personnes. Et on le voit sur l'obésité aussi responsable du diabète et responsable de l'apnée du sommeil. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour accompagner les personnes en amont va vraiment être aidant. Mais on est obligé effectivement de le faire avec le corps médical. Donc WeThings travaille depuis longtemps, par exemple avec l'hôpital Georges Pompidou, sur un certain nombre de sujets. Vous vous souvenez qu'on avait lancé la vitesse d'onde de pouls, qui a été retirée il y a quelques mois, mais qu'on va remettre dans un futur le plus proche possible, Alors, j'espère. La vitesse d'onde de pouls. Alors la vitesse de l'onde de pouls... On a arrêté nos études de cardiologie assez tardivement c'est intéressant. Avec Eric. Ouais, la vitesse de l'onde de pouls, c'est quelque part un indicateur de l'élasticité de nos artères. Et l'élasticité de nos artères est considérée comme l'un des facteurs les plus importants du suivi de notre santé cardiovasculaire. Il y a eu des grandes études qui ont montré que si on voulait avoir une idée de la santé cardiovasculaire de quelqu'un 4 ans avant qu'il lui arrive quelque chose, il fallait regarder son élasticité des artères. Parce que ça veut dire qu'elles ne sont pas bouchées ou moins bouchées, c'est ça ? Non, ça veut dire que les parois restent élastiques. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas recouvertes d'un certain nombre de choses ou qu'elles ne sont pas contraintes. Voilà. Et donc ça, on améliore... plus on vieillit, plus nos artères deviennent moins rigides. élastiques, Mais en ne mangeant pas trop salé, en faisant du sport, en ne fumant pas, etc., on voit directement l'évolution des tendances. C'est une donnée qui est très importante. C'était une donnée qui est très importante. Préventive. Et on avait beaucoup travaillé avec l'hôpital Georges Pompidou et on va continuer pour le mettre ça sur un pèse-personne. C'est pas du tout invasif. Vous montez sur votre pèse-personne le matin en sortant de la douche ou en entrant et vous avez cette mesure-là. Et c'est même peut-être plus pertinent que sur une montre parce que finalement on a besoin de ces données qu'une fois de temps en temps. C'est pas la peine de les avoir tout le temps. Oui, et aujourd'hui en plus on ne sait pas mesurer cette donnée-là sur une montre. Donc en plus. Mais justement j'avais une question à ce propos parce que c'est vrai qu'on a vous avez des montres maintenant qui vous donnent votre rythme cardiaque. Vous avez sur votre pèse-personne effectivement plein de capteurs qui vous permettent d'avoir beaucoup de données sur vous-même. Mais en quelle mesure c'est fiable vraiment ? Parce qu'en fait, c'est ça que... Alors moi, je me pose cette question quand quand je teste une montre et que je vois que mon cœur s'emballe, je fais bon, sans doute que ça doit être... mais est-ce que vous pouvez atteindre un degré médical de captation de nos activités, enfin de l'activité de notre corps ? C'est possible ? Alors, bien sûr, c'est-à-dire que... tous les produits qui sont relatifs à des données médicales passent des qualifications spécifiques pour être conformes à ce qui est attendu de ces données-là. Il faut savoir que même quand vous allez chez le médecin, on n'est pas parce qu'il y a une mesure qui est faite chez le médecin qu'elle est certaine. C'est compliqué. C'est compliqué d'aller suivre notre corps. Et d'où l'importance que ces données soient fréquentes. C'est-à-dire que s'il y a une erreur de mesure une fois, c'est pas très grave. À partir du moment où vous en faites beaucoup. Si vous en faites qu'une et que cette mesure est erronée, c'est embêtant. D'où l'intérêt, par exemple, du capteur sous le lit. Capteur sous le lit, vous avez 6 à 8 heures d'enregistrement du rythme cardiaque et du rythme respiratoire, de ronflement et peut-être bientôt de l'apnée du sommeil. C'est absolument fantastique. Si vous dites peut-être bientôt, c'est que vous y travaillez, que ça va sortir. On y travaille fortement. Mais ce sont des sujets
super important parce que on a un grand nombre de données. Donc, ce grand nombre de données répond à votre souci. Et en plus, c'est une source d'information absolument énorme pour bien connaître la personne et être capable de mieux l'aider. Et là où, très humblement, on dit qu'on a tous encore énormément de progrès à faire, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire, une fois qu'on a identifié des choses, une fois qu'on a fait des mesures, comment on rentre en dialogue avec la personne pour être sûr qu'on va bien l'accompagner. C'est une première étape de lui donner une courbe. Comment on rentre dans un dialogue plus poussé, qui va être ni créateur de stress, ni... ne regarde pas le problème, voilà. Ouais. Comment on accompagne la personne. Et ça, c'est nouveau et c'était inventé. Justement, Eric, est-ce que l'étape, on va dire, supérieure, c'est pas de se dire ces informations, en fait, parce que moi, j'y comprends rien, elles vont chez le médecin généraliste. De temps en temps, il reçoit une espèce de photographie de ma dernière captation de poids, de mon rythme cardiaque, des données qui sont récoltées durant mon sommeil. Ces données, il les a de temps en temps en photo, sans que je le voie, d'accord ? Et de temps en temps, se dire, OK, bon, là, il y a peut-être un truc qui ne va pas. Je vais rentrer en contact moi-même, le médecin, et ça changerait tout. Je vais contacter mon patient pour lui dire qu'il faut peut-être faire 1 ou 2 examens. Est-ce que c'est l'avenir, ça, forcément ou pas ? Forcément. Alors, je dirais même un cran plus loin que ce que vous dites, c'est-à-dire que le médecin, effectivement, aujourd'hui a peur d'avoir tellement de données à regarder qu'il n'ait plus le temps de s'occuper de ses patients. Et donc, tout l'apprentissage profond sur lesquels on travaille, c'est de générer des alertes. Voilà, c'est ça. C'est de générer des alertes que quand il y a nécessité. Par exemple, un médecin rencontre un hypertendu. Il va dire, tu reviens me voir dans 6 mois parce qu'on va revérifier un certain nombre de choses. Peut-être que dans 6 mois n'est pas nécessaire, ou peut-être qu'il faudrait le faire dans 3 mois. Et donc là, toutes ces mesures faites à la maison vont être capables de modifier automatiquement la fréquence avec laquelle je vais rencontrer mon médecin pour dire, là, il faut faire plus attention, ou là, tout va bien, tu es dans la bonne direction. Mais ça va faire à terme des économies assez impressionnantes. Ah, mais moi j'en suis convaincu. Si vous voulez, j'ai rencontré déjà plusieurs ministres de la Santé dans les 10 ans de WeThings, et c'était un des points sur lesquels on insiste à chaque fois. Et moi, ça me faisait mal, si vous voulez, il y a quelques années, de dire on a peur des données. Vous savez, les Français, on a peur des données. Il faut quand même savoir. J'ai fait pour laisser notre numéro de carte bancaire, il nous a fallu des années sur Internet. On parlait des centaines de fois, et on a peur des données jusqu'à ce que les autres les aient essayées et qu'on adopte le truc à fond les ballons. Ça, c'est quand même un peu quelque chose qu'il faut qu'on arrive à changer. Et donc, le fait qu'on se dise, nous, globalement, profession de santé, on a peur des données, et on laisse les Américains travailler sur la chose. Je suis convaincu que si on fait ça, demain, on va acheter très cher des solutions aux Américains pour faire des économies sur notre sécurité sociale. Moi, je préfère qu'on le fasse avec WeThings. Ça serait pas mal, ça. Alors, effectivement, on a un peu peur des données en France, c'est vrai, mais en fait, vous avez quand même, du coup, sur vos serveurs, des données assez sensibles, puisque ce sont des données de santé. Donc, ce sont des données privées au plus haut point, on va dire. Ces données-là, je suppose que je sais pas comment vous les sécurisez, mais je suppose qu'elles sont bien sécurisées, parce que c'est vrai que elles sont d'abord anonymisées, puis sécurisées, et puis... si vous voulez, tout ce qu'il y a dans le RGPD, en fait, WeThings l'a mis en place progressivement il y a déjà un certain nombre d'années. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est, vous dites, mes données de santé, c'est ce qui nécessite le plus haut niveau de sécurité. Oui et non. Votre vie privée, avec toutes les photos que vous mettez sur Facebook, je vous avoue, est-ce que finalement c'est plus gênant que je connaisse votre poids ? Moi, je suis pas sûr. Bon. Mais ceci dit... Disons que c'est intime, on va dire. Voilà, c'est intime. Mais ceci dit... En fait, c'est pas très grave jusqu'à ce que ça aille pas bien, je dirais. Non ? Demain, on va me trouver une pathologie un peu grave, j'ai pas envis que tout le monde le sache. En fait, c'est peut-être ça. Après que je pèse, que j'ai 10 kilos de plus, bon, voilà. Mais ça, tout à fait. Mais de toute façon, on travaille beaucoup à ce respect des données, et depuis l'origine, je pense, de WeThings, vous pouvez supprimer vos données sur nos serveurs et les récupérer pour les utiliser par ailleurs. Donc, ce qui est un peu le fondement du RGPD. Et je pense justement que l'Europe a quelque chose d'intéressant à dire. On a vu des sociétés chinoises qui travaillent aussi beaucoup sur la santé. Bon, elles n'ont pas tout à fait la même attention au côté privé de nos données, mais je pense que faut pas avoir peur des données, c'est-à-dire que bien sûr il y a le RGPD maintenant qui doit rassurer les gens, et bien sûr on suit tout ça, mais en même temps c'est une source d'accompagnement qui est absolument fantastique.
Mais j'ai juste une dernière question sur toujours ma paranoïa éventuelle, même si je trouve votre réponse est tout à fait légitime. C'est effectivement, une fois qu'on aura nos données de santé qui seront, pourquoi pas, exploitables, on peut imaginer, alors effectivement, qu'on soit mieux soigné, mais on peut aussi imaginer une ribambelle d'autres services qui pourraient, au contraire, atteindre notre vie privée. J'imagine. Alors, c'est un cas qu'on sort souvent. Je vais pas. C'est par exemple que notre assureur, par exemple, pourrait avoir accès à ces données-là aussi pour nous faire des meilleurs tarifs, ou au contraire nous dire un jour, peut-être dans le futur, regardez monsieur, vous fumez, vous êtes trop gros, mangez trop d'hamburgers, vous mangez trop d'hamburgers, il va falloir monter nos tarifs. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je vois très bien. Ce qu'il faut juste prendre conscience, c'est que la France est le seul pays au monde, enfin l'un des rares pays au monde où vous arrivez dans un hôpital, on vous demande pas votre carte d'identité, on vous demande pas vos papiers, on vous soigne. Donc quelque part, c'est pas quelque chose qui est lié aux données, c'est quelque chose si vous avez qui est une mutuelle, c'est mieux quand même. Hein. Bien sûr que c'est mieux après, mais l'idée c'est que d'abord on vous soigne. Aux États-Unis, même avant qu'il y ait des données, à certains endroits, on vous demande vos papiers, et puis si vous n'avez pas de papiers, vous ne rentrez pas, vous allez ailleurs. Donc je pense que d'abord c'est une question de politique. Ensuite, le fait que les données puissent nous accompagner, il y a toujours un risque. Bien sûr, n'oublions pas ce risque, mais il y a une opportunité. Et moi, et dans de nombreuses conférences que j'ai faites, j'avais toujours cette question, mais vous n'avez pas peur que... Et alors, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de répondre intelligemment à cette question? Et j'ai essayé de reprendre quelque chose du passé qu'on a vécu il y a quelques années, que vous évoquiez tout à l'heure, qui est la carte bleue. Il y a quelques années, on nous disait, non, ne mets jamais tes codes carte bleue sur un site, etc. Bon. Et puis, il y a une entreprise qui s'appelle PayPal, qui a finalement s'est dit, tiens, il y a une opportunité, il y a un risque, mais je vais gérer le risque. Et donc, ils sont devenus un des leaders mondiaux de la gestion du paiement en ligne, tel point qu'ils sont bien meilleurs que beaucoup de nos banques françaises. Je crois que dans tous les domaines, ça fait partie de l'évolution technologique. Il y a toujours un risque. Mais le risque, il faut apprendre à le gérer en se disant, d'abord, il y a une opportunité. Et cette opportunité, elle va nous aider globalement. Et donc, on travaille à l'opportunité. On n'oublie pas de gérer le risque. Mais on voit l'opportunité en premier. Juste un mot sur l'actu, parce que malgré tout, on va commenter une actu rapidement. C'est donc l'arrivée officielle du HomePod d'Apple, alors qui n'est pas un objet santé. Je pense même que pour les oreilles, si on le met à fond, c'est pas vraiment très très bon. Mais c'est sympathique quand même, la musique. Apple se lance donc sur le marché des enceintes connectées. Qu'est-ce qu'on est en train de tester, cette enceinte On l'a testé déjà. Le test est en ligne depuis lundi matin sur 0net.com. C'est intéressant d'ailleurs. Ce test est très intéressant parce qu'il montre bien les forces et faiblesses d'Apple. C'est quand même un engin qui vaut 350 €, si je ne m'abuse, et qui a effectivement un bon son. C'est un excellent son, mais par contre, pour tout ce qui est, on va dire, connecté, à moins que vous soyez vraiment accro à l'iPhone et que vous n'utilisez qu'un iPhone, c'est quand même moins en deçà de ce que propose Google ou Amazon, qui vient aussi de lancer, on en parlait ici, ces enceintes Alexa. Home, pardon. Ces enceintes qui utilisent Alexa. Echo, je vais me tromper. Donc, en fait, et on a aussi par ailleurs, et on est en train de le faire en ce moment même d'ailleurs, on est en train de comparer le son du HomePod à d'autres enceintes connectées, et on se rend compte que c'est pas forcément la meilleure. Alors vous verrez les résultats de nos tests bientôt sur le site. Même c'est vrai que si la qualité sonore est très, on peut pas dire subjective. Il y a des gens qui vont préférer des basses, d'autres des aigus, alors etc. C'est très très riche en basses, voilà, en gros. Mais c'est un bel objet. Et je vous invite à lire le test de Pierre Fontaine sur 01net pour tout savoir. Eric, vous la testez depuis un moment, d'après ce que j'ai pu comprendre, la HomePod. Un HomePod aux États-Unis dès sa sortie. Et oui, moi je trouve que c'est un beau produit. Alors effectivement, je suis très... C'est un beau produit, mais qui aujourd'hui révolutionne pas grand-chose. Si on le compare au Google Assistant, si on le compare à Alexa d'Amazon. Les deux autres produits que vous venez de citer n'ont pas une bonne qualité sonore. Donc quelque part, il se situe entre un appareil pour écouter de la musique et un assistant vocal. Et donc là-dessus, moi je trouve qu'il fait bien son job. Et puis effectivement, comme vous le dites, quand on n'utilise que de l'Apple, effectivement, ça s'intègre bien au reste du système. Mais effectivement, cette guerre
qui est menée entre les 3 grands et bientôt les 4 grands, puisque Facebook envisage de s'y ajouter, est intéressante. Facebook va sortir une enceinte connectée comme ça, à votre avis? Je crois qu'ils devaient en sortir une. Et puis ils ont eu quelques soucis, comme vous savez, exactement. Qui ils devaient la présenter à leur conférence développeurs, et finalement ils ne l'ont pas fait à cause du scandale Cambridge Analytica. Imaginer qu'elle sera présentée dans quelques semaines ou quelques mois. Mais donc c'est intéressant de voir comment chacun aborde le sujet. Et aujourd'hui, la réponse d'Apple, c'est de dire que finalement, il y a des pièces dans lesquelles on n'a qu'un objet. Ça va être une enceinte de qualité qui va aussi répondre à cet assistant vocal. Il y a d'autres, effectivement, il y a d'autres entreprises qui travaillent avec, qui ne sont pas ni Google, ni Apple, ni Facebook, et qui travaillent avec d'autres assistants vocaux en les intégrant dans leur propre enceinte. Qui va gagner? Tous? Ou est-ce que ces écosystèmes vont pouvoir se discuter entre eux et s'entendre, à votre avis? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils se mènent une guerre assez féroce et qu'en même temps, ils sont obligés de coopérer parce que nous, utilisateurs, même si on est pure Apple, on utilise Amazon, même si on reste pure le client Apple, malgré tout. Voilà, on reste le client. Même, je parlerais plus d'utilisateurs que de clients parce que c'est vraiment ça qui intéresse ces gens et c'est la culture aussi que j'essaye de mettre chez WeThink, c'est que avant de penser client, il faut penser utilisateur. Si on pense utilisateur, après on a un client. Mais si vous pensez que le fait qu'il ait passé une commande, vous ne pensez pas à sa vie après. Et c'est important de penser à sa vie après avec le produit qui fait que l'écosystème se grandit. Dernière question, Eric. C'est quoi qu'est-ce qu'il y a dans les cartons de WeThings là, maintenant que vous volez de vos propres ailes? C'est quoi le prochain produit sur lequel vous travaillez? C'est quoi? C'est une amélioration d'un produit déjà existant ou vous avez le truc, la killer app qui va bientôt sortir? Alors, il y a des choses qui étaient dans les cartons qui vont sortir progressivement. Je ne vous révélerai pas, bien sûr, les sujets sur lesquels on travaille. Mais c'est le poignet que toujours le poignet ou ça peut Alors, je vous ai cité ces trois lieux qui, pour nous, sont très importants. Donc, le lit, le poignet et le pèse-personne. Et le pèse-personne. Et puis, on fait aussi des thermomètres et des tensiomètres. Et là aussi, on continue de réfléchir à des choses très intéressantes. Voilà, on n'en saura pas plus. Mais vous viendrez nous présenter avec plaisir. Les nouveautés quand elles sortiront. Plaisir. Merci beaucoup, Eric Carrel. Merci à vous. Co-fondateur de WeThings. Voilà, c'était important de faire un point sur la santé connectée, qui est un sujet, sans doute le sujet le plus important actuellement. L'un des sujets les plus importants. En tout cas, dans les années qui viennent. Merci Eric. Merci. Rédacteur en chef de 01net.com. De quoi je me mêle n'est pas terminé. Dans un instant, on va parler de radio numérique terrestre, la RNT. Où en est-on? On évoque ce sujet avec Victor Jakimovic dans une minute. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.